l'archéologie figurale de son intentionnalité. La résistance du creuset humain à sa modélisation est également au centre de ses écrits et on vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Alors pour introduire mon propos, j'aimerais d'abord avancer l'idée d'un inconscient post-colonial de l'imagination technique contemporaine. La période historique de l'abolition de l'esclavage entre 1794 et 1848 dans les Antilles françaises est celle de l'invention du procédé chimique de l'empreinte photographique découverte par Nicéphore Niepce. Cette période d'émancipation de la reproduction visuelle du réel vis-à-vis du labeur humain appartient à un milieu machinique s'automatisant, s'installant lui-même dans un horizon d'affranchissement du concept de travail vis-à-vis de l'esclavage. Marx repère la différence sensible entre la manufacture d'artisans, la fabrique et l'usine d'ouvriers, particulièrement dans la disparition des temps de pause entre deux postes de travail, et c'est également la différence de vitesse de l'obturateur qui sépare l'énorme daguerréotype de l'appareil de poche Kodak. Un peu comme un système de vases communicants, plus la conscience technique a permis au corps humain de s'émanciper du labeur physique, plus elle a transféré dans l'objet mécanisé quelque chose de ce que le corps investissait dans sa charge physique vers l'objet manufacturé. Pour autant, le boîtier photographique n'est pas perçu par le commun de ses utilisateurs comme une prothèse imitant l'appareil optique du corps vivant. Si bien qu'on n'a pas douté, on puisse comprendre l'histoire de l'image comme l'abandon progressif, en la structure physique de cette dernière, des traces matériologiques accidentelles du corps vivant créant l'image, celui de l'artiste, au profit de ce que l'on pourrait appeler avec Flusser un programme de représentation généré par un destin automatique des appareils. D'abord porté par la valeur d'exposition de Walter Benjamin, ce programme avait commencé dans la notion technique d'appareil ou machine de vision pour finir par dilater l'organicité du schéma corporel à la seule et unique pression digitale du doigt de petite poussette sur un écran si mince et miniaturisé qui n'a plus rien d'organologique. Y a-t-il donc une force inconsciente du dispositif digital qui, dans l'usage de l'appareil, travaille à l'oubli perceptif de sa tangibilité? Alors pour Agamben, si le concept de dispositif a pu énerver une grande partie du système philosophique foucaldien, sans que toutefois Michel Foucault en donne une définition propre, si ce n'est que très tardivement, c'est qu'un concept a besoin d'une généalogie lexicale avant que d'apparaître comme efficient. À la lecture de la généalogie sommaire que va retracer Agamben dans son essai « Qu'est-ce qu'un dispositif ?», on va vite se rendre compte que les trois définitions essentielles que donnent les dictionnaires du terme de dispositif, à savoir un sens juridique comme partie d'un jugement qui contient la décision, un sens technologique comme manière dont sont disposées les pièces d'une machine, et enfin un sens militaire comme ensemble des moyens disposés conformément à un plan, vont en fait être réunis en une seule pensée politico-esthétique dans le système foucaldien, comme si le philosophe avait patiemment attendu de réussir à nouer ensemble toutes les définitions du terme dans son système, avant d'en proposer lui-même une définition qui fait positivité selon Agamben. Alors, puisque sur la forme et sur le fond, le terme d'appareil et par extension celui d'appareillage sont politiquement proches de celui de dispositif, tout en s'en différenciant phénoménologiquement par une dimension plus proche de la prothèse et du vivant. En anthropologie, on dit appareil sensorimoteur pour corps, et en médecine, appareil génital, digestif, respiratoire, pour qualifier les fonctions du corps. On va émettre ici la thèse suivante. Le fait que cette dimension vitaliste ne soit pas d'emblée vulgairement perçue comme matricielle dans la définition des appareils de la reproductibilité technique, du boîtier photographique à l'ordinateur, désigne une zone censurée dans l'écologie perçue de l'appareil technique. Il y a en effet de quoi s'étonner lorsqu'on découvre que les définitions du terme appareillage données par les dictionnaires civils font totalement l'impasse sur sa définition économique et militaire au sens strict, telle qu'elle va apparaître dans l'Ancien Régime au moment de l'établissement des codes noirs dans les Antilles. Dans son introduction à ces derniers, Christiane Taubira, l'ancienne ministre socialiste de la Justice, écrit « Ils sont déportés d'Afrique, ils sont vendus par l'eau, les jeunes filles sont souvent soumises au rituel de l'appareillage. Viol par les matelots, acte d'abus immédiat
et investissement pour le capitaine qui en escompte des grossesses, donc une valorisation de sa marchandise. Alors lorsqu'on découvre cette définition censurée par les dictionnaires civils, elle agit comme un explosif à l'intérieur de la certitude définitoire que le dictionnaire civil nous donne du terme appareillage. On sait comment Freud, après avoir découvert le phénomène de la censure auquel seraient soumis nos désirs le jour et par laquelle ceci viendra se transférer en énergie figurale alimentant l'activité inconsciente du rêve la nuit, on vient in fine à modéliser ce transfert. Il passe progressivement du complexe d'Oedipe au concept de sublimation, puis à celui de déplacement de l'énergie libidinale vers des objets non sexuels garants de civilisation. Je le cite, « La sublimation des instincts constitue l'un des traits les plus saillants du développement culturel. C'est elle qui permet aux activités psychiques élevées, scientifiques, artistiques ou idéologiques, de jouer un rôle si important dans la vie des êtres civilisés. » Fin de citation. On voit là se dessiner donc une première définition de l'appareil technique comme traumatisme, une première définition oedipienne, à l'échelle d'une civilisation post-coloniale, se soignant avec des objets technologiques clean, épurés, se soignant d'avoir bâti son économie sur les corps esclaves du commerce triangulaire. Mais on voit tout de suite poindre le revers d'une interprétation radicale comme celle-ci. Certes, moins il y a de perception de la vie dans l'appareil, plus sa perception repose sur une structure traumatique, mais plus cette structure peut assécher l'épistémologie de la technique au point de la rendre inhumaine, pour finir par nous mener de l'arraisonnement de la nature, c'est le pont qui fait exister la rivière, diront en substance Heidegger, à un appareil technique de production tournant à vide en boucle sur lui-même. Les caméras des soldats américains qui ont libéré les camps de la mort filment une scène qui est sortie de l'humanité. Elles filment à l'aveugle comme des machines qui ne seraient plus faites pour l'œil humain et qui captureraient une scène irregardable pour la conscience. On peut voir les camps, mais notre regard ne peut les comprendre. Déshumanisation de la technique et toute cette histoire de provocation monstrueuse, par quoi l'horreur nazie fait a posteriori coupable la pensée heideggerienne. Le bateau négrier, le train de l'Holocauste, la chambre à gaz, la caméra qui filme ça. Alors devant cette destitution industrielle de la conscience, toute une armada de penseurs de l'après-Shoah ont tenté, par de nombreux moyens épistémiques, parfois surfaits, de vouloir à tout prix redonner du sens à notre civilisation. Phénoménologie de la perception, existentialisme, déconstructivisme, et l'effort, 68 arts, par quoi Gilles Deleuze, accompagné du psychanalyste Félix Guattari, a tenté, avec son anti-Oedipe, d'inverser ou reterritorialiser l'énergie oedipienne dans une sorte de paradigme machinique désirant, auquel il faudrait adjoindre ici le concept de processus d'individuation de la technique développé par Simondon. La perversité de toutes ces tentatives de reconscientisation des jeux techniques de l'appareil est qu'elles sont obligées de prendre comme modèle de toutes les façons l'appareil du discours. Pourtant, l'imagination est aussi et d'abord mouvement du corps. Comme le rappelle Alain, tout dessin dessine quelque action dans le monde, l'arc porte en creux la trace de la main ou palper, c'est déjà sculpté. La perception de l'image comme objet fictionnel, décorrélé du corps qui l'a produite, c'est-à-dire qui lui a donné vie, semble être une perversité du régime post-colonial de la production des représentations. Car cette instantiation discursive maintient la choséification de la conscience comme postulat, rendant non sidérant une civilisation technologique traumatisée et sublimant dans la surconsommation d'objets fonctionnels et de communication, la réduction génocidaire des corps à des biens meubles durant le commerce triangulaire. Alors, pour interroger cette instantiation, je dois d'abord faire part de mon étonnement lorsqu'après avoir écrit ma thèse, en 2011, sur l'esthétique de l'appareillage informatique comme ancrage phénoménologique de l'œuvre à l'époque des immatériaux, j'ai découvert ce texte de Christiane Taubira sur le rituel de l'appareillage. J'avais travaillé pendant des mois à la sculpture d'une touche de clavier d'ordinateur à l'échelle d'un tabouret, en vue d'en effectuer des tirages pour faire des installations mobilières. Et il me semblait alors avoir trouvé dans des dictionnaires civils une correspondance pertinente entre ce travail plastique et l'ambiguïté de forme-mouvement que porte le terme civique d'appareillage, désignant tout autant un ensemble d'appareils qu'un moment substantif de manœuvre de départ. En apprenant, quelques années après l'écriture de ma thèse, la définition de l'appareillage comme viol,
Cela m'a glacé le sang, car non seulement apparaissait dans mon geste plastique une dimension politique engagée sous-jacente à un langage liant les formes de la reproduction technique à celle du vivant via l'expérience intime de l'assise, mais en plus, du dehors de ma pratique réflexive, le langage venait me dire que c'est lui qui, du début à la fin de notre perception de la réalité, modèle tout le reste. Empire francophone de ma perception, sensation d'enfermement dans une circularité post-coloniale, puisque c'est à peu près au même moment où j'étais directeur pédagogique de l'école d'art de Martinique que j'ai fait ce constat épistémologique, celui de la souveraineté phénoménologique du langage à l'intérieur de l'action. Mettez exactement en face de l'appareil pris comme objet dévitalisé, c'est-à-dire qui disparaîtra devant l'image fictionnelle qu'il produit. Le récit historique nous rappelant que l'homme a été traité comme un meuble, et vous aurez certainement un effet phénoménologique d'annulation, écrasant le souvenir de l'esclavage au rang de page de l'histoire, via l'expérience désaffectée d'un rapport machinal entre un corps contemporain et un appareil de lecture non perçu comme souvenir civilisationnel de vie. L'annulation de la vie par l'objet entraîne en son usage ergonomique une acceptation que l'homme put être un objet à un moment donné de notre histoire. La confiance d'utilisation, par quoi notre conscience se loge dans la robotique, est une preuve d'acceptation que nous ayons à un moment donné essayé de faire de l'être humain un objet. L'individu du régime post-colonial est contre l'idée que l'homme eût été un meuble, mais accepte que cela soit historiquement normal. Comment pourrait-il être d'ailleurs sidéré, puisque le mode d'accès qui dévie à cette information est dévitalisé? Or, un milieu de production de l'image, soit son écologie, dit quelque chose de plus que la pure modélisation de l'énergie imageante du corps producteur de l'image par l'appareil qu'elle impacte et qu'il transforme en discours. S'il fallait faire de l'étude écologique de l'imagination prothétique une médiance, voire une mésologie, au sens où Augustin Berg parle de l'expérience trajective d'un milieu, je partirais de la fameuse image de la grande pellicule ou bande libidinale que constituerait selon Lyotard la chambre représentative du discours. Je penserai aussi en même temps à l'élevage de poussière que photographie Man Ray sur le grand verre de son ami Marcel Duchamp. Avec tout cela en tête, je déciderai alors de méditer sur la surface noire éteinte de nos écrans numériques comme une surface mécanique désirante, appareil de refoulement et de sublimation d'un traumatisme du corps noir. Pour peu que l'on puisse aussi interroger la reproductibilité photographique contemporaine des abolitions comme une chambre noire subliminale de ce qui, dont l'horreur de la déportation transatlantique et de la traite humaine aux Antilles, voudrait pousser, émerger, affleurer comme une sorte d'explosante fixe à la figure dominatrice de l'histoire coloniale. Si, sur la vue du gras de Niepce, la cale des négriers filtre peut-être au travers des champs cadavériques de la guerre de sécession de Timothy O'Sullivan, c'est peut-être plus une histoire warburgienne de matière spectrale. Je déciderai alors de décorréler les traces que nous laissons sur les écrans noirs de toutes couleurs, puisqu'on ne les voit que lorsque l'écran est éteint. Leur écologie est bien leur transparence. Comme une réelle substance dépossédée de toute appartenance objectale ou iconique, elles errent dans une spatialité totalement déperdue, non recensée par la phénoménalité de l'objet très post-colonial qu'est l'écran immatériel numérique, où voudraient se désintégrer, comme par culpabilité, tous les conflits de substance. Décoloniser le milieu des images contemporaines commencerait certainement par rabattre la surenchère subliminale et post-coloniale de l'écran noir objectivé, peut-être une réduction symbolique de l'être, sur l'articulation de sa possible visibilité ou existence substantielle à l'entremise de la masse digitale transparente qui y squatte. L'écran vit par procuration de cette masse anaptique. Cette dernière renverrait le traumatisme, j'insiste bien sur la notion d'anaptique, cette dernière renverrait le traumatisme de la projection à un agir sans couleur dans un monde désindexé, libre, décolonisé et acceptant une bonne fois pour toutes l'homme l'idée écologique d'un non-recensement du réel. Un monde capable de repartir d'avant les ravages du racisme et de la déportation, et d'où les subliminales chromatiques du racisme seraient lavées et inutilisables,
dans le monde technologique contemporain très binaire de la lumière blanche pour écran noir. Comme le résume très bien le célèbre philosophe et psychiatre martiniquais Frantz Fanon, le nègre n'est pas plus que le blanc. Pour le dire autrement, et pour conclure, la transparence décoloniale est la masse critique intérieure à l'intention post-coloniale de l'objectivité noire et blanche. Cette masse anaptique est certainement le milieu écologique tu de l'entreprise digitale contemporaine. Cela soulève plus fondamentalement encore le problème politique de la liberté de l'être au sein de l'appareil d'État. Je vous remercie. Je suis rentré dans le format, j'ai coupé. Bravo. Merci beaucoup, Julien. J'ouvre la parole à l'audience.